Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver ce soir. Un gros coup de projecteur sur les éléphantos qui sont sortis du tournoi de l'UFOAB. On fera le bilan ensemble. Et puis, le nom du prochain sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, qui se fait attendre, ma foi. Eh bien oui, on décryptera tout ça pendant les prochaines 90 minutes en compagnie de la team. Eh bien, regardons ensemble le sommaire complet de l'émission. C'est parti pour la Grande Team. Au sommaire de la Grande Team ce soir, LGT News. Éliminés en demi-finale du tournoi de l'UFOAB, les éléphants juniors échouent pour la 4e fois aux portes de la CAN de leur catégorie et ça fait l'actu. Sans oublier Bayo Bakoum qui se prononce après la signature de son contrat avec Charles Leroy en Belgique. Bonne émission à tous. Eh bien voilà, vous connaissez le programme et comme d'habitude, il y a une question LGT qui va nous accompagner pendant toute la durée de cette émission, qui concerne justement le sélectionneur des éléphants. À votre avis, la FIF se donne-t-elle le temps de trouver l'oiseau rare ? Bon, eh bien, c'est la question qu'on vous pose ce soir et pour laquelle vous pouvez aller sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser un petit commentaire. On se fera un plaisir de vous lire tout à l'heure. Donc n'hésitez pas, allez-y, exprimez-vous. Voilà, elle est à votre disposition. Ben voilà, la team est là. Et bien, juste avant de la retrouver, je vous propose de faire le tour de LGT News. Oui, allons-y, les news de ce soir. On commence les news de ce soir, justement, par du handball, Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Don Bosco tombe en demi-finale. Fin de parcours pour Don Bosco, le représentant ivoirien homme au championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe à Niamey au Niger. Après sa brillante qualification pour les demi-finales dimanche dernier face aux Flowers du Bénin, les guerriers de la Renaissance Don Bosco sont tombés hier mardi face à Al Ahly, 39-23. Toutefois, ils ont encore une chance de sauver leur tournoi en décrochant une 3e place, synonyme de bronze, demain, jeudi 19 mai, lors de la petite finale. On poursuit avec du basketball, finale de conférence. Le Heat de Miami remporte le Game 1 face à Boston. Football, CAN 2023, la CAF disqualifie Sao Tomé. Sao Tomé ne participera pas aux éliminatoires de la CAN 2023 en juin. Ainsi en a décidé la Confédération africaine de football par le biais de son jury disciplinaire. L'instance continentale a en effet décidé de disqualifier cette sélection. La raison évoquée, non-respect du protocole Covid-19. L'un des joueurs de Sao Tomé ne s'était pas soumis au test PCR obligatoire de 48 heures d'avant-match en mars face à Maurice. En plus de cette disqualification, Sao Tomé est frappé d'une amende de $10 000 US. Aux États-Unis, Sherdan Kashiri, joueur le mieux payé en MLS, avec un salaire termine avec Dortmund. Dan Axel Zagadou quitte le club. Arrivé en 2017 en provenance du Paris Saint-Germain, Dan Axel Zagadou, 22 ans, 19 matchs, toute compétition cette saison, va quitter le Borussia Dortmund. En effet, le défenseur polyvalent français a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le club allemand, qui a annoncé son départ sur les réseaux sociaux. Interrogé sur son avenir, l'ancien Parisien a ouvert la porte à un retour en Ligue 1. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Concernant l'essentiel de l'actualité sportive du jour, eh bien, nous allons pouvoir retrouver la team de ce soir. Oui, que des hommes pour m'accompagner. Suivez-moi, on va découvrir de qui il s'agit. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous ? Assez bien. Ça va bien. Assez bien. Ah, pour Martial Gourou. Pourquoi assez bien ? Bon. J'aurais préféré, mais ça va super bien, Tia. Bon, ouais, peut-être que le trait m'a manqué, mais je dirais super bien. Oui. Parce que nous sommes avec Tia et c'est toujours un bonheur renouvelé. Arrêtez, vous allez croire... les téléspectateurs vont croire que je vous ai mis un couteau sous la gorge. Non, pas du tout. Ça vient du fond du cœur ? Oui, du fond du cœur. Ah bon, d'accord. Il y a d'influencer rapidement comme ça. Je l'accepte. Eh bien, Roger Stéphane qui signe son retour ce soir après quelques jours d'absence. Bonsoir, Roger Stéphane. 2 belles semaines de repos, ça va. Ouais, là. Ça fait du bien. Ouais, je suis très content de revenir. Nous aussi, on est content de vous avoir. Il y a des dossiers qui m'attendent là. Ah Polo, bon? liste de Sassandra, tout ça. Bon, on aura le temps de développer. Merci bien.
Henri Jo est avec nous ce soir. Salut Henri Jo. Salut Tia. Ça va bien? Ouais, ça va. Bon, ben super. Et puis notre Jean-Philippe. Salut. Belle chemise, hein, Jean-Philippe. Merci. Bah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien dit dedans. Très belle chemise. Couleur Très du belle pays. chemise. Comment? Couleur du pays. Eh bien, absolument. Chef de canton de Goïtafla. Magnifique village. Avec deux belles poches en plus. Henri Joël, même lui, c'est un mauvais, même Henri Joël. C'est le plus grand moqueur de l'équipe. Ce Vous cas-là, pouvez le c'est pas savoir, possible. on va vous le dire. Absolument, c'est Henri Jo le plus moqueur de cette équipe. Oui. Mais bon, allez, 90 minutes à passer avec les téléspectateurs et une question LGT que je rappelle tout de suite. Mais voilà, on va parler du sélectionneur des éléphants. À votre avis, est-ce que la FIF se donne un peu de temps pour trouver la perle rare ou l'oiseau rare? Bon, allez, moi je dis la perle rare. L'oiseau rare, voilà, c'est ce qui est marqué juste en bas de votre écran, juste ici. Donc, la FIF se donne-t-elle le temps de trouver l'oiseau rare? Eh bien, nous allons en parler ensemble dans quelques instants. Mais n'attendez pas, non, allez tout de suite sur la page Facebook de la 3 pour vous exprimer. Elle vous appartient, elle est là et on reçoit les messages en direct. Donc, allez-y. Avant de parler du prochain sélectionneur, je vous propose de parler des éléphantos qui sont malheureusement tombés en demi-finale du tournoi UFOAB. C'est le focus de ce soir. C'est vrai qu'on attendait peut-être un petit peu mieux de cette sélection qui a séduit le public ivoirien lors de ses 2 premiers matchs. Et pourtant, hier en demi-finale, eh bien, les éléphantos sont tombés au bout du bout face au Nigeria. Donc 2-1 pour le Nigeria. Le rêve d'un retour à la CAN Junior s'est envolé dans le ciel de Niamey. Le résultat du match de la 3e place contre le Burkina est anecdotique. Suivons cet élément vidéo. Peut-être l'égalisation avant la pause, Asmi, nous jouons pratiquement les arrêts de jeu. C'est parti. Oh, il s'est bien frappé, but. L'égalisation de la Côte d'Ivoire. Sur le coup franc de la dernière chance situé à la lisière de la surface nigériane, Seydou Traoré n'a pas connu la même réussite qu'en première mi-temps lorsque d'une balle caressée de l'intérieur du pied, il remettait les pendules à l'heure. 1-1. Cette fois-ci, le jeune buteur du RCA a envoyé le ballon cueillir les nuages du stade général Seyni Kounché de Niamey. Score final, 2-1 pour le Nigeria qui se qualifie pour la CAN Junior 2023 en Égypte, alors que la Côte d'Ivoire essuie un 4e échec aux portes de la compétition. Les poulains de Lassina Dao avaient pourtant fait douter les Flying Eagles. Si les Nigérians, à la suite d'une sortie manquée du portier Daniel Daga, ont ouvert très tôt la marque, les éléphants ont réagi avant la pause sur un amour de coup franc signé Seydou Traoré. Malgré l'impact physique imposé par l'adversaire, la Côte d'Ivoire résiste avant de concéder un pénalty discutable lors des prolongations. Un coup de pied de réparation transformé par Ibrahim Yahia à la 112e minute de jeu. Les éléphantos ne recolleront plus au score jusqu'au coup de sifflet final et doivent se contenter du match de la 3e place qui comptera juste pour le prestige. Bon voilà, donc vous l'avez compris, les éléphantos se sont inclinés face aux Flying Eagles du Nigeria et sont donc éliminés de cette CAN 2023. Bon, comment est-ce que vous avez vécu cette contre-performance de la part de nos jeunes pachydermes? Martial Gogou. Moi, je dirais que trop de calculs compliquent parfois les calculs parce qu'on était leader de cette poule. Je pense qu'on aurait dû gagner le 3e match et qui nous aurait permis d'être leader et d'éviter ce Nigeria-là. Mais je ne sais pas si c'est le souvenir de 2020, parce qu'on se souvient que les éléphantos avaient été battus au même stade de la compétition par les Burkinabés 4-1. Ils ont certainement eu peur, ils ont voulu éviter les Burkinabés. Mais malheureusement, on s'est retrouvé devant un Nigeria qui a mis de l'impact physique. Et nous, on a un football technique. Donc, ils nous ont eu à l'usure et naturellement, ils ont battu les éléphantos. Écoutez, c'était un match que tout le monde attendait. Parce que le Nigeria a annoncé un peu comme le favori de cette compétition, même si derrière il y a quelques belles équipes quand même. Les éléphants ont commencé très fort le tournoi. À partir de cet instant, on pensait qu'on allait avoir un bon match. Ça a été le cas. On encaisse très tôt, ensuite on égalise et puis derrière, il y a une équipe du Nigeria qui prend vraiment le match à son compte avec son impact physique, avec sa présence physique, l'impact qui fait la différence par moment. Une équipe des éléphants qui, sur la vie de beaucoup, ce que j'ai pu voir, paru un peu émoussé un peu vers la fin.
Mais bon, c'est un Nigeria costaud qui est habitué à ce genre de compétition. Et bon, nous, on a peut-être un peu tout donné sur le début de compétition parce qu'on a enregistré 2 victoires consécutives. Puis après, on s'est incliné sur les derniers matchs. C'est un peu dommage. On avait un bon groupe avec le super but là, du jeune Traoré Sédou. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Je pense que le Nigeria, dans l'ensemble, a bien contrôlé cette demi-finale. C'est logiquement imposé 2 buts à 1. Alors, Henri Jo, qu'est-ce qui finalement a manqué aux Ivoiriens face aux Nigériens? Il y a eu de la maladresse dans ce match de la part des Ivoiriens. Et aussi, dans les duels physiques, on n'a pas pu répondre favorablement face à ces Nigériens-là. Parce que quand on regarde, oui, on ne va pas essayer de revenir sur cette polémique, mais la question d'âge au niveau des compétitions de jeunes en Afrique, parfois, je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur les différentes formations qui participent aux compétitions. Parce que les Nigériens, à avoir certains joueurs, bon, c'était un peu limite. Maintenant, comme je le disais, dans les duels physiques, les Ivoiriens n'ont pas pu répondre. Et puis à un moment, je ne sais pas si c'était de la crispation, ils avaient du mal quand même à développer le football qu'on avait connu lors des 2 premières rencontres. Et puis surtout pour les avoir vus jouer dans nos différents championnats, on a senti un peu que 7 ans tétanisé, notamment celui même qui arrivait à distribuer les balles, Diré Aboulaye au milieu de terrain et les autres. C'était un peu difficile pour eux de s'en sortir. Donc voilà un peu ce qui a manqué dans ce match face au Nigeria. Peut-être ils n'y ont pas cru aussi. Ils ont tellement surestimé cette équipe du Nigeria. Et bon, au finish, ils réussissent à nous battre. Mais bon, c'est quand même, ça fait un peu de la peine. Mais bon, ils sont là et ils sont dans l'apprentissage. Et on espère que peut-être dans quelques années, ils vont beaucoup apprendre. Oui, Jean-Philippe, vous êtes d'accord? Moi, je pense que tout se situe dans la physionomie de la rencontre. Parce que quand on prépare ce genre de rencontre, on ne s'attend pas à encaisser un but aussitôt. C'est vrai qu'un entraîneur se dit que tous les scénarios sont possibles, mais encaisser ce premier but-là, je pense que ça coupe un peu la jambe aux garçons, qui sont obligés de courir derrière le score alors qu'ils étaient dans une posture où c'est eux qui devaient mener le jeu. On voit cette sortie hasardeuse du gardien, comme s'il n'y a pas de coordination ni de travail sur le coup de pied arrêté. On encaisse ce but, on court derrière l'égalisation, on arrive à égaliser, derrière encore, il y a cette erreur d'arbitrage. Je pense que le chemin même de la rencontre n'a pas été favorable pour mettre nos garçons dans de bonnes dispositions, pour qu'ils puissent faire montre de tout leur talent. Donc il y a le Nigeria qui a, au-delà des circonstances également, a pratiqué un jeu à la nigériane quand il croise les Ivoiriens. Donc un jeu fait des pactes physiques énormes. Et nos garçons, comme l'ont dit les précédents interlocuteurs, n'ont pas su répondre à ce défi physique. Techniquement, ils auraient pu faire quelque chose. Moi, j'ai suivi un peu les propos de Cyril Domoro qui disait comme ça qu'ils n'avaient pas fait exprès de perdre la troisième rencontre, mais pour eux, c'était quand même primordial de pouvoir jouer leur demi-finale sur une bonne pelouse. Bon, il faut relativiser quand ils emploient le terme bonne pelouse, c'est-à-dire comparativement à celle sur laquelle ils avaient joué leur troisième match, et que ce Nigeria, pour eux, n'était pas un foudre de guerre. Mais bon, je pense que peut-être que mentalement, les dispositions n'ont pas été prises pour que les garçons se préparent à ce genre de scénario. Et le sélectionneur nigérian a donné la clé de la victoire de ses poulains. Hein. Il a dit clairement que lorsqu'ils ont supervisé la Côte d'Ivoire face au Bénin, ils ont constaté que la Côte d'Ivoire joue avec 5 milieux de terrain, 2 attaquants et 3 défenseurs. Donc, qu'est-ce qu'il a mis en place? Lui, il joue avec 3 milieux, 3 défenseurs et 4 attaquants. Donc, il a sauté le milieu ivoirien, il a mis beaucoup d'éléments devant et c'est sa stratégie qui a permis d'avoir le premier but et d'occasionner le pénalty. Donc je crois que logiquement, il a compris le jeu des Ivoiriens, le bloc autour dans le secteur médian, il a sauté et donc je pense que c'est là la clé du mais sur ça quand même, il y a d'abord une première faute du portier, il ne faut pas l'oublier aussi parce qu'il fait une sortie hasardeuse qui permet au Nigeria de marquer le premier but. Mais derrière, quand même, ce pénalty, pour moi, il est inexistant. Oui. Il n'y a pas de pénalty. Voilà. Et c'est vrai, on peut parler des phases de jeu, de système de jeu, mais les occasions sur lesquelles les Nigériens profitent pour inscrire les buts, quand même, ce sont des occasions où soit il y a eu la maladresse du portier, mais aussi il y a eu ce coup de pouce de l'arbitre parce qu'il n'y avait pas pénalty. Mais finalement, est-ce qu'elle était prenable, cette équipe du Nigeria? Non, c'est-à-dire c'est pas un véritable foot de guerre quand même. C'est vrai que dès le départ, elle a annoncé un peu favori. D'ailleurs, elle termine, je crois, première de sa poule, la poule B, une poule avec 3 équipes. Elle a fait 2-2 contre le Burkina Faso lors de la première journée. Ensuite, elle s'impose devant le Ghana 2-0. Et puis, elle nous croise en demi-finale, gagne 2-1. C'est vrai que ce n'est pas une équipe redoutable, mais qui quand même
a bien réussi à gérer sa compétition. Commencer lentement pour terminer très fort. Terminer très fort, c'est donc belle demi-finale qui est bien réussie. Mais sur ce match, vous avez deux oppositions de style. Vous avez un football technique, léché, fait de vivacité côté ivoirien. Et puis devant, vous avez un football physique avec de longs ballons. Donc quand on réussit à vous gêner dans la construction du jeu, mais finalement, on vous met en difficulté. Parce que quand même, ce que j'ai pu voir, oui, le Nigeria a dominé cette rencontre. Ils marquent au bon moment, ils prennent un but juste avant d'aller à la pause. Ensuite, ils reviennent, ils obtiennent un penalty. Bon, on va dire ce qu'on veut sur ce penalty, mais enfin bref. Oui, c'est une belle équipe du Nigeria qui est là, qui est dans son tournoi, qui est annoncée comme favori, qui est un habitué de ce type de compétition. Vous savez, les équipes de jeunes, au-delà de ce fameux débat sur l'âge, parce que quand on voit le visage du tireur, là, du penalty là, du Nigeria, bon, moins de 20 ans, il y a débat là-dessus, mais au-delà de ça, c'est un pays qui a cette habitude des équipes de jeunes, U17, U19, U20, etc., etc. Donc, oui, ils sont dedans, et je pense qu'ils sont venus pour gagner ce tournoi. Là, ils sont qualifiés, ils vont aller très très loin. Je pense qu'ils vont croiser le Bénin en finale, si je ne m'abuse. Bien sûr. Je pense que l'équipe est taillée pour gagner la compétition. Elle a très bien géré le tournoi, et le résultat est là. Je pense qu'on ne va pas cracher et se tirer dessus, mais je pense que le Nigeria, sur l'ensemble du match qu'on a vu, a été un peu plus meilleur que l'équipe des éléphants. Donc, bon, pour résumer cette rencontre, je dirais que l'impact physique du Nigeria, la maturité des joueurs nigérians et a surtout empêché la Côte d'Ivoire de développer son jeu léché. À 19, on parle de maturité chez eux. Bon. Ben, vous avez vu le physique du tireur là? Ah oui, voilà. Bon, alors, conclusion, hein, la Côte d'Ivoire manque pour la 4e fois de suite une phase finale de CAN Junior. Ça fait beaucoup. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce long passage à vide pour les Ivoiriens? Je dirais qu'il y a l'environnement du football ivoirien. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas de championnat des jeunes. Malheureusement, le sélectionneur ou les différents sélectionneurs des équipes jeunes sont obligés quand même je ne sais pas, si je peux parler de bricolage, prendre des joueurs dans chaque centre de formation sans les voir réellement à l'œuvre. Et là, pour Dao, il a eu la chance puisque la plupart de ses joueurs évoluent soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Donc du coup, ça a facilité son travail. Mais quand on essaie d'aller un peu plus en profondeur, il n'y a pas de championnat des jeunes. Donc difficile de savoir, de connaître ou de sélectionner même les meilleurs pour aller à cette compétition. D'ailleurs, l'ASEC Mimosa, ça fait très longtemps, l'ASEC ne donne plus ses joueurs pour ces genres de compétitions, pour les compétitions des jeunes. Pourtant, on sait qu'en Côte d'Ivoire, quand même, si je peux dire la meilleure politique de formation, c'est au niveau de l'ASEC. Ne pas voir des joueurs de l'ASEC dans cette compétition, dans les compétitions de jeunes, je me dis qu'on se passe quand même aussi de certains talents. Donc du coup, il y a l'environnement du football qui a envoyé quand même certains conflits, certaines crises, et il y a ce que nous constatons avec ces éliminations-là. Donc je peux dire l'environnement. D'accord. Jean-Philippe? Ça fait un bout de temps, pour rebondir sur le pot d'Henri Joël, que la SEC n'envoie plus de joueurs en équipe du jeune. Mais ça n'a pas empêché la Côte d'Ivoire de jouer plusieurs demi-finales en cadet et de remporter la compétition en 2013. Moi, je pense que c'est lui qui se sent suffisamment, je ne vais pas employer le terme patriote, mais se sent suffisamment responsable du devenir du football ivoirien, ne devait pas poser certaines conditions pour pouvoir permettre à ces joueurs de participer à des compétitions sous la bannière nationale. Maintenant, concernant la compétition des jeunes, oui, au niveau des cadets, c'est préjudiciable quand tu appelles une compétition des jeunes. Mais il faut noter qu'au niveau des juniors, on ne peut pas se plaindre de ce niveau de cette équipe nationale sur la base d'un manque de compétition des jeunes parce que tous ces juniors-là, ce ne sont pas des faire-valoir dans leur club de première division. Ça, il faut le dire clairement. Ce sont des garçons qui évoluent régulièrement avec les joueurs matures. Ils animent la première division. Le seul problème, c'est qu'on a toujours tendance à attendre le dernier moment pour faire des regroupements sans souvent de sparring partenaires de bon niveau et prendre ces garçons-là et les envoyer directement aux compétitions. On a vu la préparation pour aller à cette compétition de l'UFOA. Comment ça s'est passé? Une semaine de regroupement. Voilà. Alors que si on a véritablement l'envie d'aller jouer ce genre de compétition, ces garçons-là, on peut les regrouper de temps en temps, les faire jouer ensemble des rencontres face à des sparring partenaires, leur permettre des stages à l'extérieur, par exemple, croiser des nations
d'autres zones, par exemple aller jouer contre le Maroc ou d'autres zones, ça va solidifier le groupe. Et quand on vient pour ces éliminatoires, on est un groupe qui est parfait à mon sens. Donc on ne va pas continuer à dire oui, c'est parce qu'il n'y a pas de... Même s'il y a un championnat de U20. Mais c'est quand même juste quand même. Il n'y a pas de compétition. J'ai été clair, j'ai dit en cadet, c'est hyper préjudiciable. En cadet, c'est hyper préjudiciable parce que c'est rare de trouver des cadets titulaires en senior. Mais des juniors en équipe première, dans le championnat de pleine division, on en trouve énormément. Mais si vous avez une bonne équipe en cadet, vous avez une bonne équipe en cadet. Ne parlez pas tous en même temps. Non, mais je vous explique. Roger Stéphane, allez-y, rapidement. Je vous explique, mon cher JP. Les équipes de jeunes, on commence ensemble très tôt. On commence à 15 ans, 17 ans, 18 ans et on monte ensemble. Ce sont des générations, ce n'est pas des générations, je ne dis pas des générations spontanées, c'est des générations programmées. Vous prenez toutes les grandes nations de football au monde, les joueurs que vous retrouvez en senior, c'est ceux qui sont connus chez les plus jeunes. majorité, oui. Donc c'est exactement ça. Je pense que c'est le manque de compétition des jeunes qui est notre véritable problème. On a eu la Coupe du Monde en 2011, je me rappelle au Mexique, avec Alain Guamel. Il y avait une belle bande là, avec le petit Koulbaï Souleymane qui a marqué 9 buts. Ensuite, en 2012, on a lancé un projet Élite Jeune. 2013, on a joué finale, on a gagné la CAN des cadets. Et puis plus loin, 2019, on est vice-champion d'Afrique. Mais en temps, il n'y a pas de compétition de jeunes. Les clubs n'ont pas des équipes de jeunes, il n'y a pas de compétition de jeunes. À partir de cet instant, comment est-ce qu'on fait pour préparer un groupe, pour projeter un groupe, pour aller gagner plus loin? C'est exactement ça le problème. Je pense qu'il ne faut pas que JP élude ce problème-là. C'est le manque de compétition de jeunes qui est... Je ne l'ai pas éludé, c'est ce que je voulais dire. Non, Martial, allez-y. Oui, ce que je voulais dire, ce groupe-là, il existe, il y a une base. Ils étaient en sélection de U17 et c'est les mêmes qui sont arrivés en sélection U20. Mais effectivement, le manque de compétition a fait qu'ils n'ont pas pu travailler ensemble pendant un moment. Il a fallu qu'on les regroupe pour préparer les éliminatoires de cette compétition. Je pense que le temps est assez court. Donc, il faut s'améliorer, gagner en expérience et surtout au niveau physique pour les futures batailles. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut Allez, rapidement, parce qu'on passe à autre chose. Oui. Qu'est-ce qu'il fait Dao Lassina? Dao, pour les U17, il est obligé d'aller jouer dans les centres de formation. Pour après, il est obligé de s'appuyer sur quelques jeunes de quelques clubs pour pouvoir former une équipe nationale. Mais non, ça ne doit pas se faire comme ça. C'est pour ça que quand vous avez un groupe, comment on commence la compétition? On gagne notre premier match, n'est-ce pas, contre le Niger. On gagne notre deuxième match contre le Togo 2-0. Et les deux derniers matchs, on les perd. Mais pourquoi? Parce que l'équipe est essoufflée. Les jeunes gens, ils n'ont pas cette habitude d'évoluer ensemble, de progresser ensemble pour aller plus loin. Et c'est ça qui a été le véritable problème dans cette compétition. Proposons des solutions. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le football ivoirien, donc au niveau des jeunes, puisse retrouver quand même les sommets d'Afrique? Mais c'est de joindre les deux éléments qui ont été dits ici. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai dit il faut qu'il y ait des compétitions de jeunes, parce que c'est préjudiciable pour les cadets. Donc, on commence à mettre en place ces compétitions de jeunes des cadets. Déjà, il y a des quotas qui sont demandés aux clubs concernant les juniors. S'il y a nécessité de mettre en place ces championnats des juniors, on met en place ces championnats des juniors pour permettre à ces garçons-là de pouvoir s'affronter régulièrement. Et ensuite, quand ils arrivent en senior et qu'il y a ces échéances qui doivent venir, il faut organiser un maximum de regroupement pour ces jeunes. Puisqu'on a la chance, au niveau des équipes de jeunes, d'avoir de la matière sur le plan local. Donc, il n'y a pas de billet d'avion à acheter pour faire des regroupements. Il faut permettre aux sélectionneurs de mettre en place un véritable programme pour que ces garçons-là puissent se préparer sur le très long terme pendant une saison et demie, trouver des fenêtres pour qu'ils se regroupent, trouver des sparring partenaires pour jouer des compétitions. Et à la suite, on verra que la Côte d'Ivoire ne va plus manquer de compétitions, que ce soit au niveau des cadets ou des juniors. D'accord. Allez, rapidement. Avant d'arriver même aux compétitions, je pense que le nouveau comité exécutif doit faire obligation à tous les clubs au niveau des 3 premières divisions d'avoir des clubs, des équipes de jeunes. Très bien. Ouais. Je pense que si on a chaque club à son centre de formation et que des compétitions sont organisées pour permettre à ces joueurs d'être en compétition, on n'aura plus de problème. Ça a été annoncé déjà. Voilà, il n'y a pas de secret, c'est tout simple. Bon, on va marquer la première pause de la soirée. Elle ne sera pas très longue. Juste après, nous aurons la question du jour, proposée par Jojo. Ouais, nouvelle rubrique dans l'émission qui est en place depuis la semaine dernière. Donc, il viendra. Et puis, l'interview de Bayo Vakoun. Voilà, et sans oublier l'autre dossier de la soirée, à savoir le nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Bon, vous avez vu, beau programme. Donc, ne bougez pas, on revient dans quelques instants. À tout de suite.